Bonjour à toutes et à tous, je vais être très clair, pas de baisse des taux avant juin, en tout cas c'est mon avis personnel. Janvier, c'est mort, mars, très improbable, mais il faudrait un vrai événement. C'est possible mais il faudrait un vrai événement. Aujourd'hui je vais vous expliquer tout ça avec les chiffres de 2025, ceux qu'on a. Je vais vous débunker une grosse intox que je vois partout avec énormément de gens qui prennent un simple calendrier d'achat de la Fed et qui crient au quantitative easing, alors que c'est souvent juste de la plomberie financière. Pour commencer cette vidéo, on va se remettre dans le décor. La Fed, c'est quoi? La Fed, c'est la banque centrale des États-Unis. Une banque centrale, c'est une institution qui gère la monnaie et les taux d'intérêt pour stabiliser l'économie. Quand on parle des taux d'intérêt, on parle souvent de prix de l'argent. Si les taux montent, emprunter coûte plus cher, donc l'économie va ralentir. Inversement, si les taux baissent, emprunter coûte moins cher, donc l'économie peut repartir. Et la Fed baisse les taux uniquement si elle peut l'expliquer clairement. Il y a trois raisons principales à ça. En un, l'inflation retombe clairement. L'inflation, c'est la hausse des prix dans le temps. Si ça monte trop vite, ton argent perd du pouvoir d'achat. En deux, le marché du travail se détériore. On a un emploi qui casse. Le marché du travail, c'est les emplois, le chômage, les embauches, le salaire. En trois, on a un stress financier qui apparaît. Les banques, les crédits, les marchés qui se tendent, un risque de crise. Si on n'a pas une de ces raisons, la Fed fait un truc très simple. Elle attend. On commence par l'inflation, parce que c'est vraiment le pilote numéro 1 de la Fed. On entend souvent les mots CPI et PCE. Je vais vous les définir très simplement. CPI, Consumer Price Index, c'est l'indice de prix à la consommation. Ça mesure l'évolution des prix d'un panier type pour les ménages, donc tout ce qui va être logement, nourriture, énergie, etc. etc. Les PCE, Personal Consumption Expenditure, c'est l'inflation basée sur les dépenses réelles des ménages. C'est un des indicateurs que la Fed va le plus regarder parce que ça va correspondre au mieux aux habitudes de consommation, et particulièrement quand elles changent. Maintenant, on va regarder les chiffres de 2025. Sur 2025, on a le tableau des CPI qui apparaît juste ici. On tombe au printemps vers 2,3-2,4%. Puis ça remonte à l'été, 2,9%, ça touche 3%, et on finit vers 2,7%. En traduction simple, ça ne descend pas en ligne droite, ça ne monte pas en ligne droite. C'est ce qu'on appelle une inflation collante. Elle baisse, elle rebondit, elle baisse, elle rebondit. Maintenant, on a nos PCE. Donc, sur ces PCE-là, ce qui est vraiment cet indicateur préféré de la Fed, très clairement, on voit sur le tableau qu'on a quand même des beaux résultats. Voilà. On a décembre 2,8, février 2,8, mai 2,7, septembre 2,8. Et on en a encore sur 2026. Mais ça démarre et ça tourne autour de 2,7-2,8%. Ce que ça veut dire en langage simple. Même sur le PCE, l'inflation reste autour de 2,6-2,9% une grande partie de l'année. Donc on est au-dessus de l'objectif long terme de la Fed qui est à 2%. Petit point clé, quand on entend l'objectif 2%, ça veut dire que la Fed aimerait que l'inflation revienne autour de 2% et s'y stabilise. Donc c'est pas encore gagné. Et c'est exactement pour ça que je pense, à titre personnel, encore une fois, qu'on n'aura pas de baisse des taux avant juin, en tout cas dans un scénario normal. Parce que si la Fed baisse les taux trop tôt, alors que les CPI peuvent revenir à 3% ou que les PCE restent bloqués vers 2,7-2,9%, elle va prendre un risque, relancer l'inflation et de devoir remonter les taux ensuite, et ça serait le pire scénario possible en termes de crédibilité. Donc sur l'inflation, tout ce qui est CPI et PCE, on va prendre un message très simple, prudence. Ok, on a parlé de l'inflation, maintenant on passe au deuxième pilier que la Fed regarde, l'emploi. Je vais vous donner deux indicateurs très simples. Les inscriptions hebdo au chômage, ça vous donne le rythme en temps réel, et le taux de chômage, la tendance globale mensuelle. L'indicateur hebdomadaire, le fameux IJC, Initial Jobless Claims, c'est les inscriptions hebdo au chômage. C'est le nombre de personnes qui déposent une première demande de chômage chaque semaine. Donc c'est la première fois. Le petit K, ça veut dire 1000, tout simplement. S'il y en a qui ne le savaient pas, maintenant vous le savez. Donc 220 K, c'est 220 000 personnes. Sur notre tableau, sur 2025, on tourne autour de 210 000, 240 000, et on a un petit pic à 248 000 et 263 000 en septembre. Mais globalement, ça reste une zone où on peut se dire, ok, ça tient, c'est pas une explosion du chômage. On ne voit pas une explosion de licenciements. Donc il n'y a pas de panique immédiate côté emploi. Maintenant, le taux de chômage, c'est encore plus simple. C'est le pourcentage de personnes qui veulent travailler, mais qui ne trouvent pas de travail. Petit tableau 2025, on a une évolution. On démarre janvier à 4%, on a un petit pic en août à 4,3%, novembre 4,6%, et on termine l'année avec 4,4%. Donc, est-ce que c'est dû au shutdown qu'on a eu aux US? C'est possible. Mais ça montre surtout
qu'il n'y a pas de dégradation brutale. C'est une dégradation progressive et non violente. Comment la Fed va lire ces données? Quand la Fed voit des jobless claims qui restent globalement contenus et un chômage qui monte doucement, elle se dit ok, ça refroidit, mais c'est pas un accident. On n'est pas forcé de baisser les taux vite. C'est encore une fois pour ça que je ne pense pas que ça sera dû à l'emploi si on doit avoir une baisse des taux. Et encore une fois, je ne pense pas qu'on l'aura avant juin. Ok, donc maintenant on a vu l'inflation, on a vu l'emploi, on va regarder le troisième pilier. Et le troisième pilier, c'est le PIB. Quand on entend GDP, donc GDP c'est Gross Domestic Product, en français PIB, Produit Intérieur Brut. Le Produit Intérieur Brut c'est quoi? C'est tout simplement la mesure de la production d'un pays. Est-ce que l'économie avance ou est-ce qu'elle ralentit? Sur les tableaux économiques, le PIB est souvent exprimé en pourcentage annualisé. Ça veut dire on prend le rythme d'un trimestre et on l'exprime comme si on continuait au même rythme sur un an. C'est pour ça qu'on voit des chiffres comme 3 ou 4% tout simplement à l'écran. Maintenant, encore une fois, sur notre tableau, ce qu'on peut voir, c'est que fin 2024, on est autour de 2,3-2,4%. Pour 2025, on a eu un T1 négatif, donc moins 0,3, moins 0,2%. Il y a eu un moins 0,5%, mais un trimestre qui voilà, a globalement été faible. Ensuite, on a eu un T2 où on est monté à 3%, puis on a fini à 3,8%. Et enfin, le T3, on est monté à 4,3%. Donc oui, T1 mou, T2 solide, T3 très solide. On n'a pas encore les chiffres du T4. Encore une fois, malheureusement, dû au shutdown. Mais là, est-ce que ces chiffres pourraient permettre à la Fed de baisser ses taux vite? Non, parce que si la croissance était en train de s'écrouler trimestre après trimestre, là, la Fed aurait une raison d'agir en urgence. Mais avec un T2 entre 3 et 3,8 et un T3 à 4,3%, on est dans une économie qui montre clairement une résilience, en même temps que l'inflation reste au-dessus de l'objectif. La Fed a une parfaite excuse pour attendre. Donc toutes ces données m'amènent à dire que oui, on n'aura pas de baisse des taux avant juin, sauf un déclencheur. Donc un déclencheur possible avant de passer au fameux quantitative tightening et quantitative easing, je vais ajouter un élément qui peut devenir très important dans les semaines qui viennent, le changement de président de la Fed, autour de début mai. La question, qui pourrait prendre la suite? On va faire les définitions simples. Le président de la Fed, qu'on appelle aussi le chair en anglais, c'est la personne qui dirige la Fed, qui donne le cap, qui donne le ton de la politique monétaire. Mais attention, ce n'est pas une personne seule qui décide. Les décisions des taux sont prises par le FOMC, donc le Federal Open Market Committee. C'est le comité qui vote la politique monétaire, donc les taux et la gestion du bilan. Oui, le président va influencer beaucoup la direction et la communication, mais il travaille avec un comité. Pourquoi ce sujet est important? Parce que si on se rapproche d'une période de transition, les marchés vont commencer à faire un truc très simple. Ils vont essayer de deviner quel sera le style du prochain président et ils vont ajuster leurs anticipations. Pour ça, il y a deux mots qui sont très importants, hawkish et dovish. On va les entendre souvent ces termes-là. Hawkish, ça serait faucon. Ça veut dire une attitude plus dure contre l'inflation, donc en général des taux plus hauts, plus longtemps, ou une baisse tardive. Dovish, colombe, ça veut dire une attitude plus souple, plus prête à baisser les taux si l'économie ralentit. Donc un changement de président peut changer le vocabulaire, le ton, la tolérance à l'inflation, la tolérance au ralentissement, et ça peut faire bouger les marchés avant même une décision. Et parmi les noms qui circulent dans les discussions, on entend souvent deux profils en ce moment. Le profil A, Rick Riders. Le Rick Riders, c'est un associé à BlackRock. BlackRock, c'est un des plus gros gestionnaires d'actifs au monde. Un gestionnaire d'actifs, c'est une entreprise qui gère de l'argent pour des investisseurs, donc très connecté au marché et aux conditions financières. Pourquoi ça fait parler? Parce que le marché peut interpréter ça comme un profil très orienté marché, très sensible au stress financier et à la liquidité et au fonctionnement du système. Attention, ça ne veut pas dire il va baisser les taux. Ça veut surtout dire que la priorité peut être perçue différemment. Plus d'attention à la stabilité des marchés et au bon fonctionnement du système financier. On rajoutera que Ryder s'est déjà prépositionné pour avoir une baisse des taux à 3% pour stabiliser à 3%. Le deuxième profil qui revient, c'est Kevin Warsh. Kevin Warsh, c'est un profil plus politique monétaire, plus banque centrale, un nom que beaucoup associent à une approche potentiellement plus stricte sur l'inflation, donc parfois perçu comme hawkish. Traduction, si le marché pense qu'il est plutôt hawkish, ça peut anticiper ces taux hauts qu'on a actuellement plus longtemps. Là où ça devient intéressant, c'est qu'on a une période de transition début mai, et on peut avoir un moment où le marché va essayer de pricer la future ligne. Deux cas simples, si le successeur est perçu comme hawkish, les marchés peuvent repousser l'idée de baisse,
ça renforce ma vision de pas avant juin, voire plus tard. Si le successeur est perçu comme dovish, les marchés peuvent revenir à l'idée de baisse plus tôt. Mais ça restera dépendant des chiffres des CPI, PCE et de l'emploi. Donc ce n'est pas juste une histoire de rumeurs pour faire des rumeurs, c'est juste que changer de capitaine peut changer la manière dont le marché anticipe la trajectoire des taux. Le juge de paix, ça reste les chiffres. Je vais terminer sur ce point-là pour ce bloc-là. Peu importe le nom, ce qui va vraiment trancher, c'est l'inflation, les PCE, les CPI, l'emploi, le chômage hebdo, le taux de chômage et la réaction des marchés. Le dollar, les taux US, notamment les 2 ans, le président, l'influence, le cap, tout ça c'est bien, mais les chiffres restent le seul juge. Ok, maintenant on s'attaque à un petit sujet où je vois énormément de confusion, le fameux QT et QE. Déjà, je vous rassure, c'est simple quand on met les bons mots dessus. Et le problème, c'est que beaucoup voient la Fed achète en criant au quantitative easing, alors que non. Allez, on va commencer avec les définitions. C'est quoi le bilan de la Fed? Première définition essentielle. Le bilan, c'est la liste de ce que la Fed détient. Principalement, ils détiennent des actions d'État, les fameuses obligations d'État américaines, les treasuries, parfois d'autres titres, selon les périodes. Quand la Fed achète des titres, son bilan grossit. Quand elle laisse des titres arriver à maturité sans les remplacer, son bilan rétrécit. Deuxième définition, la liquidité. La liquidité, c'est l'idée que l'argent circule facilement dans le système financier. Plus il y a de liquidité, plus les marchés ont tendance à respirer, moins il y en a, plus ça se tend. Et les actifs risqués peuvent en souffrir. Coucou les cryptos. Maintenant, QE, ça veut dire quoi? Ça veut dire quantitative easing. En français, assouplissement quantitatif. Ça veut dire que la Fed achète des titres en quantité pour injecter de la liquidité et assouplir les conditions financières. En clair, c'est le mode soutien de l'économie et des marchés. Si on peut retenir une phrase, QE, la Fed fait grossir son bilan pour aider à assouplir. Et QT, c'est l'inverse. QT, ça veut dire quantitative tightening. En français, resserrement quantitatif. Ça veut dire la Fed réduit son bilan en général en laissant les titres arriver à maturité sans tout réinvestir. QT, en gros, c'est quoi? C'est la Fed qui fait rétrécir son bilan, donc qui retire la liquidité. Et maintenant, le point que beaucoup ne comprennent pas, arrêter le QT, le quantitative tightening, ça veut juste dire on arrête de réduire le bilan. Ça ne veut pas dire on lance un quantitative easing, on lance un QE massif. C'est une différence énorme. QT en cours égale le bilan diminue, QT stoppé, le bilan peut se stabiliser, QE égale le bilan augmente activement pour assouplir. Donc quand on entend la Fed stop le QT, on ne doit pas traduire QE is back. Stop à ça. Maintenant parlons de ce screenshot qui tourne partout. On voit un tableau Operation Schedule, ok? Donc les tableaux des opérations qui vont arriver. On lit Bill Purchase. Et là, beaucoup de gens disent « Regardez, la Fed imprime, c'est le QE ». Définition des bills. Ça veut dire Treasury Bills. Ce sont des obligations américaines court terme, quelques mois, 1 à 4 mois, et on peut le lire. Ce ne sont pas des obligations longues, ce n'est pas forcément un programme de relance, c'est souvent du court terme ce genre de choses. Et ce tableau en réalité ressemble à un calendrier d'opérations du New York Fed Desk. Le desk, c'est l'équipe de la Fed à New York qui exécute concrètement les opérations sur les marchés. Achat, vente, ajustement technique. Parfois, c'est juste de la plomberie. Et là, je veux bien que vous reteniez cette phrase, c'est important. Tout achat de la Fed n'est pas du quantitative easing. Parfois, c'est juste de la plomberie. Plomberie, ça veut dire la Fed fait des opérations techniques pour que le système bancaire et le marché monétaire fonctionnent correctement, pour gérer les réserves et éviter les tensions de financement. Donc oui, ça ressemble, visuellement, ça ressemble à un programme d'achat, mais pour appeler ça QE, il faut voir une logistique de stimulus, un gonflement durable du bilan pour assouplir l'économie. Si vous voulez une règle simple pour ne plus vous faire manipuler, regardez le but. Est-ce que c'est annoncé comme du soutien macro? Regardez la taille et la durée. Est-ce que le bilan gonfle vraiment? Regardez le type de titre. Est-ce que ce sont des bills court terme? Est-ce que ce sont des obligations longues? Regardez la réaction du marché, regardez la réaction du dollar, les conditions financières. Et si c'est juste du court terme, on est plus proche de la plomberie que du QE. Maintenant que vous avez compris cette différence entre quantitative easing et quantitative tightening, on peut passer au scénario. Ok, maintenant on a les bases. On a l'inflation, on a l'emploi, le PIB, la différence entre QT et QE. On va passer à la partie utile, les scénarios. Un scénario, c'est simplement une histoire logique qui répond à 2 questions. Qu'est-ce que les chiffres vont probablement raconter? Comment la Fed va-t-elle réagir à ces chiffres? Et surtout, on ne devine pas, on observe juste des indicateurs. Allez, scénario A.
Dans ce scénario, les chiffres restent cohérents avec ce qu'on a vu en 2025. On a une inflation collante, les CPI qui peuvent rebondir vers 3% et les PCE qui seront contenus entre 2,6 et 2,9%. L'emploi se refroidit doucement avec un chômage qui monte légèrement, mais pas d'explosion des jobless claims. Et croissance qui tient. Après un T1 faible, un T2 solide, un T3 fort, la Fed se dit j'ai pas de preuve de l'inflation, j'ai pas de preuve que l'inflation est totalement domptée, mais je n'ai pas de crash économique, donc je peux attendre. Résultat des courses, pas de baisse des taux avant juin. Ça fait une semaine sur deux du yo-yo. La semaine d'avant va avoir des chiffres, la semaine d'après va avoir des chiffres moins bien. Les marchés seront un peu plus sélectifs et en crypto, c'est Bitcoin qui tient souvent le mieux par rapport aux alts dans ce genre de cas. Le scénario B, un cut avant juin, mais seulement si on a un déclencheur. Et pour avoir une baisse avant juin, il faut un événement visible dans les chiffres qui oblige la Fed à agir. Déclencheur 1, l'emploi qui casse. Ça ressemble à quoi? Donc, un chômage qui accélère plus vite que prévu et surtout des inscriptions hebdo au chômage qui montent durablement. Durablement, plusieurs semaines, pas sur une ou deux semaines, sur plusieurs semaines. Déclencheur 2, un stress financier ou des crédits. Ça ressemble à quoi? Crédit qui se ferme sur des banques sous pression, des tensions de liquidité. Encore une fois, la liquidité, c'est l'argent qui circule facilement. Si ça bloque, la Fed peut intervenir pour éviter un accident. Déclencheur numéro 3, CPI et surtout PCE qui retombe franchement sur plusieurs mois et qui se rapproche de l'objectif. Le résultat, la Fed pourrait couper plus tôt juste parce qu'elle a une justification propre. Et la traduction pour l'écosystème des crypto-monnaies, au début, ça peut pump parce que cut égale good news. Mais si le cut est causé par un grave problème, on peut avoir une volatilité énorme, un pump, puis du doute. Mon scénario C, c'est le higher for longer. Dans ce scénario, l'économie reste trop solide et l'inflation reste au-dessus de l'objectif. En clair, les PCE restent à 2,9%, les CPI ne tombent pas vers 2%, la croissance reste robuste, on n'a pas d'emploi en crash. Donc la Fed va dire, ok, on garde nos taux actuels plus longtemps. Résultat, pas de baisse pendant 6 mois ou plus, voire jusqu'à septembre. Ça va être dur pour le marché des cryptos, ça va être très dur pour les alts, le marché va devenir nerveux avec des rotations rapides et BTC résistera mieux comme d'habitude au reste. Enfin, le dernier scénario, le scénario D, c'est le scénario catastrophe. Guerre, un choc géopolitique majeur, des tensions entre des pays, des conflits, des sanctions, des instabilités. Ici, on doit comprendre un point clé. Une guerre peut créer deux types de chocs et la réaction de la Fed ne sera pas du tout la même. Le cas numéro 1, ça serait un choc inflation. Si la guerre fait monter surtout le prix de l'énergie, donc les pétroles, les transports, les matières premières, on a un choc d'offres. Les chocs d'offres, ce sont les prix qui montent parce que l'approvisionnement est perturbé. Les conséquences vont être l'inflation qui repart. La Fed peut éviter de couper et même de remonter les taux plus longtemps. En traduction pour la crypto, souvent ça sent mauvais pour les actifs à risque, très souvent. Le cas numéro 2, c'est le choc panique. Si la guerre crée surtout une panique financière, donc des crédits tendus, fuite vers la sécurité, c'est là qu'on va voir des achats d'obligations US, les fameuses treasuries, et de l'or. Pourquoi les treasuries? C'est parce qu'elles réagissent plus vite. C'est la liquidité et le collatéral du système. Et l'or, lui, peut ensuite faire des mouvements gigantesques si la crise dure. D'ailleurs, on a récemment, et sur l'année 2025, eu une montée spectaculaire de l'or. L'or atteint les 5000 $. Ça illustre parfaitement son rôle refuge. En conséquence, au départ, ça peut faire vendre tout ce qui est risqué, les cryptos aussi. Puis si la Fed injecte de la liquidité pour stabiliser, tu peux avoir un rebond violent. Traduction crypto, volatilité extrême. Ça peut dump puis rebond, mais ça va dépendre de l'inflation, énergie ou panique système. Donc pour conclure ces scénarios, on va retenir le scénario A, pause jusqu'à juin qui est à mon sens le plus probable. Le B, une baisse avant juin si on a un déclencheur. Le scénario C avec des taux plus hauts, plus longtemps, voire jusqu'à septembre. Et enfin le scénario D, guerre qui serait égale à une volatilité extrême et la Fed coincée entre inflation et panique. Avant de conclure cette vidéo, je veux ajouter deux éléments d'actualité importants. Le premier, il est de plus en plus probable qu'on ait un shutdown aux États-Unis à partir du 31 janvier.
Déjà, on va poser la définition simplement. Un shutdown, c'est quand l'État fédéral américain n'a pas réussi à voter son budget à temps. Résultat, certaines administrations ferment temporairement, des fonctionnaires sont mis en congé forcé, et surtout, certaines données économiques peuvent être retardées ou absentes. Premier point très important, un shutdown n'est pas une crise financière, ce n'est pas une faillite de l'État américain, une crise bancaire, ni un événement qui force automatiquement la Fed à baisser ses taux. Et surtout, la Fed est indépendante du budget fédéral. Le FOMC continue de fonctionner normalement. Là où le shutdown a un vrai impact, ce sont sur les données. Là où ça devient intéressant, c'est sur les statistiques économiques. En cas de shutdown, on peut avoir des retards sur les CPI, les PCE, les données de l'emploi qui seront incomplètes, voire décalées. Parfois des chiffres de PIB repoussés, et ça c'est clé, parce que la Fed est data dependent. Ça veut dire la Fed prend ses décisions en fonction des chiffres, pas des rumeurs. Donc si les données sont floues, retardées, voire absentes, la Fed a une très bonne raison de ne rien faire. C'est là que je réponds clairement à la question, mais est-ce que ça change la vision? La réponse est non. Ça renforce mon scénario central. Pourquoi? Parce que s'il y a moins de données fiables, la Fed va attendre, tout simplement. Pas d'urgence d'inflation, on attend. Pas de crash de l'emploi, on attend. Données retardées, on attend encore plus. Donc le shutdown ne peut pas être un déclencheur de baisse des taux, c'est plutôt un facteur qui retarde toute décision rapide. Côté marché, un shutdown peut créer de la nervosité à court terme, ça peut créer des gros titres anxiogènes, on les voit déjà arriver, et un peu de volatilité. Mais historiquement, les shutdowns créent surtout du bruit politique, pas des pivots monétaires. Les marchés peuvent surréagir au début, puis se calmer. Quand ils comprennent que ça ne change pas les fondamentaux. Comme d'habitude, l'histoire se répète. Donc je vais résumer en une phrase simple, un shutdown n'est pas une raison pour faire baisser les taux. C'est surtout une raison pour attendre tant que les données sont floues. Et donc ça ne remet pas en cause tout ce qu'on a vu dans cette vidéo. Au contraire, ça rend encore plus cohérent le scénario, pas de baisse avant juin, sauf déclencheur majeur. En deuxième et dernier bloc, très important, parce que je vois beaucoup de confusion en ce moment sur le dollar et le yen, et ce que ça veut vraiment dire, on va faire un petit tour du côté du Japon. Ces derniers jours, le yen japonais s'est fortement renforcé, de l'ordre de plusieurs pourcents en très peu de temps, pendant que le dollar, lui, reculait vers des plus bas de plusieurs mois. Et attention, pourquoi le yen monte vraiment? Le yen monte surtout parce que le marché anticipe une possible intervention coordonnée entre le Japon et les États-Unis pour éviter une chute désordonnée de la devise japonaise. Ce n'est pas un signal macro, c'est un signal de prudence et de nervosité sur le marché d'échange, le Forex. Et maintenant, point clé, le dollar peut baisser même si la Fed ne baisse pas ses taux. Pourquoi? Parce que les devises ne réagissent pas seulement aux taux, elles réagissent aussi à la stabilité politique, la crédibilité des institutions, l'indépendance de la banque centrale, et aujourd'hui, entre le risque de shutdown, des pressions politiques sur la Fed, des discussions autour du départ de Powell, la confiance institutionnelle est clairement questionnée. Donc, retenez bien ça. Un dollar faible n'est pas égal à une Fed accommodante. Le dollar peut baisser simplement parce que la confiance baisse, pas parce que les taux vont baisser. Et c'est exactement dans ce genre de contexte que tu comprends pourquoi l'or continue d'exploser et pourquoi certains investisseurs cherchent des alternatives au système classique. Donc ce bloc ne remet pas en cause le scénario macro, il illustre simplement la Fed reste prudente, les taux ne baissent pas tout de suite, mais le dollar peut quand même être sous pression. Voilà, maintenant vous avez une lecture claire, l'inflation encore collante avec les CPI et surtout les PCE, l'emploi qui se refroidit mais qui casse pas, une croissance qui tient. Donc mon scénario central pour cette vidéo reste le même, pas de baisse des taux avant juin, sauf déclencheur. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, mets-moi un petit like, ça aide énormément la chaîne, et surtout abonne-toi parce que je poste des updates dès qu'on a des gros chiffres, CPI, PCE, chômage, PIB, et on les traduit en impact sur le marché crypto sans blabla. Dis-moi en commentaire si tu es plus team, pas de baisse avant juin ou baisse, on sait jamais, et si tu veux tout ça, écris Update Fade en commentaire. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé, prenez soin de vous et on se retrouve sur la prochaine vidéo.